Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons entamer notre cinquième cours de notre série Initiation au langage R et au logiciel RStudio. Alors, pour bien comprendre mes explications, je vous conseille de suivre, de regarder les vidéos en ordre. Donc, il y a la vidéo numéro 1 qui correspond au cours numéro 1, la vidéo numéro 2 qui correspond au cours numéro 2, ainsi de suite. C'est mieux pour que vous puissiez comprendre mes explications. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les vecteurs. Je vous rappelle simplement que lors du cours précédent, c'est-à-dire le cours numéro 4, nous avons vu qu'R, en fait, R, la caractéristique de R, c'est qu'il y a des fonctions qui existent de façon isolée ou regroupées en ce qu'on appelle les packages, et qui c'est ce qui permet de faire une action ou de faire une opération quelconque. Donc, on utilise une fonction pour faire une opération ou une action. Alors, une fonction, nous avons expliqué que c'est comment un outil que nous utilisons, comme par exemple, il y a un marteau, on l'utilise pour enfoncer un clou. Ça fonctionne de la même façon. Et ensuite, vous avez des boîtes à outils, comme des boîtes à outils pour des outils de bricolage, qui sont les packages. Nous avons aussi expliqué que R est composé d'objets. C'est des objets qui sont les variables, les vecteurs, les listes, etc., etc. Et lors du cours précédent, nous avons vu les variables et nous avons commencé à voir les vecteurs. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec les vecteurs et on va voir ce qu'on appelle l'indexation. Je vais partager mon écran pour aller sur RStudio. Et voilà sur RStudio. Donc aujourd'hui, on va voir l'indexation d'un vecteur. Alors, qu'est-ce que c'est que l'indexation? L'indexation, nous avons vu que donc, un vecteur est composé d'éléments. Et pour construire un vecteur, nous utilisons la fonction C, qui veut dire combine en anglais. Et à l'intérieur, entre parenthèses, nous avons donc les différents éléments du vecteur. Hein. Ces éléments-là peuvent être des caractères numériques ou peuvent être ce qu'on appelle des caractères qui en général sont entre guillemets. Ça peut être des lettres de l'alphabet, mais ça peut être des numéros aussi. Pour vous qu'ils soient entre guillemets, ça veut dire que ce sont des caractères, quelque sorte. Et ensuite, nous avons vu les variables, c'est-à-dire que nous sommes en train ici, nous faisons ici une attribution, c'est-à-dire que nous avons ce vecteur-là qui nous assignons à cette variable-là. Donc, à partir du moment où je lance ce code-là, je fais le run ici, ça veut dire que je suis en train de stocker ce vecteur dans cette variable-là. Alors, l'indexation va consister comment est-ce que je peux accéder à un des éléments ou à plusieurs éléments de mon vecteur. Comment est-ce que je peux sélectionner à l'intérieur de mon vecteur certains éléments ou un seul élément. C'est ça qu'on appelle l'indexation. Donc, on va voir l'indexation par position. Donc, si j'ai envie d'accéder au premier élément de vecteur, d'abord, je vais donc écrire le nom du vecteur ici. Et ensuite, entre cochés, je vais mettre 1 pour dire que je vais accéder à la première valeur du vecteur. Si je lance par exemple ça, là, je fais run. Vous voyez ici, dans ma console, j'ai ici la valeur 2 qui est cette valeur-là. Alors, je vais nettoyer ma console, comme ça permet de recommencer. Voilà, je nettoie, je lance ça. Vous voyez, donc ici, j'ai accédé à la première valeur de mon vecteur. Si on souhaite les 3 premiers éléments d'un vecteur, si je souhaite donc avoir les 3 premiers éléments de vecteur, eh bien, j'ai pu donc utiliser A, d'où point, c'est-à-dire que je veux du premier élément au troisième élément. Donc, j'utilise une fonction, rappelez-vous, lors du cours précédent, j'avais expliqué cette fonction, les 2 points,
qui est une fonction au langage R. Donc, j'ai mis le nom de mon vecteur. J'ouvre donc j'ouvre les crochets. J'ai dit, j'ai envie d'accéder du premier élément au troisième élément. Si je lance ce code-là, je vais avoir accès. Donc, le premier élément ici, c'est 2, A, et ensuite 3. Et vous voyez ici, j'ai 2, je sélectionne 2, A, 3. Donc, ça, c'est une indexation par position. Si j'ai envie d'avoir les éléments positionnés aux places suivantes, par exemple, les éléments qui sont positionnés aux places suivantes, 3 premiers éléments du vecteur. Ici, il y a une erreur. Permettez-moi de corriger ici. Premièrement, du vecteur. Vecteur. Hein. Avoir, donc ici, avoir les éléments positionnés aux places suivantes. Je vais avoir donc accès aux éléments qui sont positionnés à la 2e place, à la 5e place et à la 6e place. À ce moment-là, j'émets le nom de mon vecteur, j'ouvre les crochets et j'utilise cette fonction-là, C, qui veut dire combine. À chaque fois qu'on a envie de combiner plusieurs éléments, on utilise toujours la fonction combine. C'est d'ailleurs la même fonction combine qu'on utilise pour construire un vecteur. Donc, j'utilise la fonction C, combine, j'ouvre donc les parenthèses, j'ai dit, donc je vais avoir accès au premier élément, au deuxième élément, excuse-moi, au 5e élément et au 6e élément de mon vecteur. Si je lance ce code-là, vous voyez, j'ai accès donc au deuxième élément, c'est A, le 5e élément ici, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 4. Et le 6e élément, le 6e élément, c'est C. Donc voilà, comme ça c'est très important. C'est très important ça, parce que ça permet d'accéder à un élément déterminé de différentes façons, hein, en utilisant donc la position de l'élément premier, deuxième, troisième, quatrième, etc., etc. C'est pour ça que ça s'appelle indexation par position. Hein? Si je souhaite donc avoir accès à tous les éléments de mon vecteur, sauf ceux qui sont à la position 1 et à la position 2, je peux utiliser ce code-là, c'est-à-dire je mets le nom du vecteur, j'ouvre le crochet, je mets C, encore une fois, C, c'est quand on veut regrouper plusieurs éléments. On utilise la fonction combine, j'ai dit -1, -1, je veux dire que je n'ai pas envie d'avoir les éléments, le premier élément, et je n'ai pas envie d'avoir le deuxième élément. Donc, je précède du signe moins, moins. Voilà. Donc, c'est assez simple et astucieux, en tout cas. Et donc, voilà, si j'ai fait le run de ça, run ici, ça veut dire que je vais avoir tous les éléments de mon vecteur, except ceux qui sont à la primaire, et celui qui est à la première position et à la deuxième position. Donc, vous voyez l'intérêt de ce type d'indexation, de comment, quand on a un tableau, par exemple, je travaille sur un tableau et je vais avoir, par exemple, accès à certaines, je vais sélectionner certaines colonnes ou je vais sélectionner certaines lignes de mon tableau. Donc, j'utilise l'indexation. Dans ce cas-là, il s'agit d'un vecteur, mais ça fonctionne. L'indexation par position fonctionne de la même façon pour les listes, nous allons voir pour les listes, pour les tableaux, etc., etc. D'accord? Voilà l'indexation par position. Maintenant, il y a l'indexation par nom. C'est-à-dire que, voyons par exemple ce vecteur-là, c'est un vecteur où il y a des noms. J'ai ici un vecteur que j'ai appelé sexe. J'utilise la fonction combine pour construire le vecteur. Et Michel, j'ai un premier nom et je lui dis celui-là est du sexe masculin. Le H ici, c'est pour dire homme. Anne, je dis qu'elle est du sexe féminin. Le F ici, c'est pour dire féminin, ainsi de suite. Alors, Dominique, N1, je vous ai expliqué ça lors du cours dernier, ça veut dire valeur nulle. C'est valeur nulle. Et le N1, c'est not available. Donc, ça correspond à des valeurs nulles. OK? Donc, voilà, nous avons ces vecteurs-là. Si j'ai fait le run de ça, je lance ça, donc j'ai mon vecteur. Pour avoir le nom de mes vecteurs, par exemple,
je peux utiliser une fonction qui s'appelle name. Et nous avons vu les fonctions lors du cours dernier. Hein. Pour bien comprendre, il faut regarder, suivre les cours en ordre. Hein. Donc, j'utilise cette fonction name pour avoir accès aux noms aux différents noms de ces vecteurs-là. Michel, Anne, Dominique, etc. Si je lance, donc je mets entre guillemets, apparaît donc le nom de mon vecteur. Si je lance là, cette fonction-là, vous voyez ici, j'ai les noms, non, les noms présents dans mon vecteur. Je n'ai pas les valeurs correspondantes, si c'est de sexe masculin ou féminin, j'ai les noms seulement, parce que j'ai utilisé cette fonction-là pour accéder au nom de ce vecteur-là. Ça, c'est une façon d'indexer par nom. Alors, une autre façon d'indexer par nom, c'est par exemple, si j'ai envie, plutôt, si j'ai envie de modifier pour ajouter ou modifier les noms du vecteur, on doit attribuer un nouveau vecteur des noms. Par exemple, j'ai mon vecteur où j'ai des noms. Si j'ai envie de modifier ces noms-là, eh bien, je peux utiliser la fonction nom, sexe, je mets le nom du vecteur, parce que ça me donne la liste des noms. Et ensuite, j'ai dit, je vais remplacer cette liste de noms-là par une autre liste. Et donc, j'utilise un vecteur avec mes nouveaux noms. Par exemple, au lieu de Michael, écrit avec un OL, et je vais donc remplacer par Michael avec un AOL. Anne, écrite à la française, je vais remplacer par Anne, écrite à l'anglaise, avec ANNA, par exemple. Ainsi de suite. Donc, je remplace certains noms de mon premier vecteur ici. Et si je fais le run de ce code-là, et ensuite, je lance ça pour voir le résultat. Vous voyez ici que j'ai un nouveau vecteur avec le nouveau nom. Michael écrit de cette façon-là, Anne écrit avec la fin, etc., etc. Donc, j'ai modifié mon vecteur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? D'abord, j'ai utilisé une fonction name pour accéder au nom de mon vecteur, mon premier vecteur. Ensuite, j'ai fait une attribution une assignation de mes nouveaux noms d'un autre vecteur pour remplacer les noms à leur position. C'est-à-dire que, par exemple, ici, comme dans ce vecteur-là, ce nom-là apparaît en premier, ça veut dire que ça va aller remplacer ça va aller remplacer donc ce premier nom-là. Celui-là, comme apparaît en deuxième, ça va aller remplacer celui-là. Donc voilà, en général, il faut mettre le nombre de noms correspondant au nombre de noms qu'il y a dans le premier vecteur. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, si vous mettez plusieurs noms ici, alors qu'ici, il y a 6 noms, il faut mettre 6 noms aussi, 6 noms ici aussi pour pouvoir les remplacer. Vous pouvez d'ailleurs ajouter d'autres noms. Hein. Vous pouvez par ailleurs ajouter d'autres noms. À ce moment-là, ça ne va pas remplacer les noms existants. Une fois que les 6 noms qui sont là auront remplacé les 6 noms qui sont dans le premier vecteur, les autres noms qui n'existent pas là, il va simplement ajouter. Par exemple, si je fais ici, si j'ajoute ici, j'écris par exemple prénom Germano, ce qui va se passer, c'est que d'abord, les 6 ici vont remplacer les 6 noms qui sont ici. Ensuite, le nom Germano qui est en trop, il va simplement s'ajouter. Par exemple, si j'ai fait le run de ça maintenant, pour voir ce qui va se passer, je lance sexe. Là, vous voyez ici, donc j'ai le résultat, mon nom n'apparaît pas, parce qu'il n'a pas été remplacé. Donc, le remplacement se fait par la quantité de noms qui existent ici doit être la même quantité de noms qui existent ici. Autrement, il ne va pas remplacer, il va simplement ajouter. On verra, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. Au fur et à mesure que nous avançons, nous allons répéter pour que vous puissiez comprendre, revenir sur les mêmes notions et comprendre. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que
une fois que vous avez une liste de noms, on peut accéder à un vecteur avec une liste de noms. On peut accéder à la liste de ce nom-là en utilisant la fonction name. Ensuite, on met le nom du vecteur. On peut remplacer le nom existant en, en construisant un autre vecteur avec le même nombre de noms. Et par position, si on veut remplacer le premier nom, alors on va mettre le nom qu'on souhaite remplacer en première position, ainsi de suite. Donc, une autre façon, lorsqu'on a un vecteur nommé, il est dès lors possible d'accéder à ces valeurs à partir de leur nom. Il s'agit de l'indexation par nom. Donc, par exemple, si j'ai envie d'accéder aux valeurs du nom Anne, ici, je fais le run ici, je mets le nom de mon vecteur et entre guillemets, je mets le nom. Alors, quand il s'agit d'une indexation par position, on ne met pas entre guillemets. On met 1 au 2 au 3 pour dire que c'est la première, la troisième ou la quatrième position. Mais si on fait une indexation par nom, on met le nom qui est dans le vecteur, mais on le met toujours entre guillemets parce qu'il s'agit d'un caractère. À chaque fois qu'on écrit un caractère, des lettres, ça peut être des chiffres aussi, on doit les mettre entre guillemets. Si je fais le rang de ça, vous voyez, j'ai la valeur qui correspond au nom Anna, c'est-à-dire que la valeur correspondante est F pour dire féminin. Ça, c'est dans le cas où j'ai envie d'accéder à un élément. Si j'ai envie d'accéder à plusieurs éléments de mon vecteur, dans le cas présent, à plusieurs noms de mon vecteur, j'utilise donc, je mets le nom du vecteur, entre crochets, je mets un vecteur C avec les noms dont je souhaite avoir accès. C pour combiner, des combine, pour combiner donc des noms. J'aimerais accéder à Marie, à la valeur de Marie, de Michael et de John. Si je lance ça, vous voyez, j'ai Marie, sexe féminin, Michael, sexe masculin, John, sexe masculin. Si j'ai envie d'accéder à tous à tous les éléments de mon vecteur, except celui-là qui s'appelle don, cette instruction-là, c'est un signe c'est opérateur, on appelle ça des opérateurs. C'est un opérateur pour dire différent des. J'ai envie d'accéder à tous les éléments qui sont différents des d'un, du nom d'un. Donc, j'ai écrit d'abord ici le nom de mon vecteur. Entre crochets, j'utilise la fonction, ça c'est une fonction names. J'utilise l'opérateur différent pour dire le point d'interrogation ici égal pour dire, c'est un opérateur pour dire différent du nom dont, et à ce moment-là, si je fais le run de ça, ce qui se passe, j'ai tous les éléments except l'élément ou le nom dont. Voilà, c'est une façon d'indexer, d'accéder à un élément d'un vecteur ou de sélectionner certains éléments d'un vecteur à l'exception d'autres. Voilà l'indexation par nom. Il y a une troisième forme d'indexation qui est l'indexation par condition. Alors là, je vous demande de prêter particulièrement attention parce que c'est assez particulier. L'indexation par condition consiste à fournir un vecteur logique. Le vecteur logique, les valeurs logiques, c'est quand c'est vrai ou faux. Vrai, faux. Et en anglais, comme je vous ai dit, R, c'est un langage anglo-saxon. Donc, on utilise les noms true ou false pour vrai et faux. Donc, l'indexation par condition consiste à fournir un vecteur logique indiquant si chaque élément doit être inclus, si true, ou exclu, si false. Par exemple, donc, j'ai fait un vecteur, j'ai mon vecteur initial qui s'appelle sexe. À l'intérieur du crochet, j'ai inclus un autre vecteur, en utilisant la fonction combine, avec des valeurs logiques. Ici, c'est true, je veux dire que oui, je vais accéder au premier élément. Ici, c'est false, ça veut dire que je ne vais pas accéder au deuxième élément, je ne vais pas accéder au troisième élément, je vais accéder au quatrième élément.
Ensuite, je ne vais pas accéder au 5e élément ni au 16e élément. C'est-à-dire là où c'est true, je vais avoir accès à cet élément-là. Là où c'est false, je ne vais pas avoir accès à l'élément correspondant. Et c'est en ordre. Hein? Donc voilà, si je lance ça, vous allez voir. Donc j'ai Michael, j'ai John, et puis je n'ai pas le reste. Revenons-en à notre vecteur ici, initial. Alors, vous voyez là, j'ai accès à cet élément-là parce que j'ai dit true pour le premier. Je n'ai pas accès à celui-là, je n'ai pas accès à celui-là. J'ai accès à celui-là, John, et puis je n'ai pas accès à celui-là, je n'ai pas accès à celui-là parce que j'ai dit true, false, false, true, false, false. C'est pour ça qu'ici, dans les résultats, j'ai Michael et j'ai John, les deux, parce que j'ai les deux fois où j'ai dit que je vais avoir accès au premier et au 4e élément. Donc ça, c'est une indexation par condition. Je mets une condition, j'utilise une valeur logique comme condition pour avoir accédé à certains éléments de mon vecteur. Alors, je vous l'accorde que pour quelqu'un qui s'initie dans un langage de programmation, c'est un peu compliqué à comprendre, mais avec le temps, ça va venir. Et ça fonctionne pareil pour R, mais pour d'autres langages en général, hein, informatique en général. Alors, il y a, par exemple, ici, une autre façon d'indexer par valeur logique, par condition. Ici, j'ai construit un vecteur logique. Un vecteur logique, c'est un vecteur avec false, true, false, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. N'est-ce pas? Donc, j'ai ici, je vais lancer ce vecteur. Hein, voilà. Alors, ici, c'est assez intéressant parce que vous allez voir ce qui va se passer. C'est que j'ai ici ce code-là qui veut dire que j'ai le nom de mon premier vecteur, le vecteur sexe. Et à l'intérieur, j'ouvre les crochets et à l'intérieur, je mets le nom de mon deuxième vecteur. En fait, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train de dire que j'ai construit un vecteur urbain. Parce que je vais dire que cette personne-là, elle vit dans une zone urbaine. Cette personne-là ne vit pas dans une zone urbaine, parce qu'il est faux. Cette personne-là ne vit pas, excuse-moi, celle-là ne vit pas dans une zone urbaine, celle-là ne vit pas dans une zone urbaine, celle-là vit dans une zone urbaine, celle-là vit dans une zone urbaine. Si je mets ce vecteur-là à l'intérieur du premier vecteur où il y a des noms, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Michael, qui est la première personne de mon premier vecteur, vit dans une zone urbaine. Alors que là, par exemple, Anna, elle ne vit pas dans une zone urbaine, ainsi de suite. Et donc, si je lance ce code-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, je sélectionne les gens qui vivent dans une zone urbaine. J'ai Michael, j'ai Alex et j'ai Marie. Les autres, je ne les ai pas parce que j'ai écrit false. Et donc, dans ce vecteur-là, ça veut dire qu'ils ne vivent pas dans une zone urbaine. Alors là, c'est vraiment intéressant. Je conviens que pour un premier abord, c'est assez compliqué à la logique de tout ça. Mais on a un premier vecteur où on a des noms. Et on a construit un deuxième vecteur qu'on a appelé urbain pour dire que la première personne n'est pas urbaine, la première personne urbaine, la deuxième n'est pas, etc., etc. Et si je mets le deuxième vecteur à l'intérieur du deuxième, à ce moment-là, j'ai fait des correspondances. J'ai correspondance, c'est-à-dire je correspond les éléments de mon premier vecteur qui a au nombre de 6 de mon deuxième vecteur, excuse-moi, au nombre de 6, aux éléments de mon premier élément qui est au nombre de 6 aussi. J'ai fait cette correspondance, l'individu, le nom, si la personne vit ou ne vit pas dans une zone urbaine. C'est ça qui, après, j'ai comme résultat. Voilà, j'utilise une condition pour pouvoir indexer les noms et sélectionner le nom en disant, je veux simplement le nom qui habite dans une zone urbaine. Vous pouvez imaginer l'intérêt de tout ça lorsqu'on travaille sur les tableaux. Vous sélectionnez par exemple des variables
ou des individus, en disant que je vais simplement les individus dans un tableau des individus qui habitent dans une zone urbaine ou dans une zone rurale, etc., etc. Bon, je vous accorde que c'est assez compliqué de faire de cette façon-là. Il y a d'autres manières plus simples de le faire, s'agissant de travailler sur un tableau. Mais c'est bien quand même d'apprendre toutes les astuces et toutes les subtilités du langage ou de la manière d'indexer un vecteur, une liste, un tableau, etc., etc. Alors, ici, je vous ai expliqué à propos de cet opérateur-là. On va voir maintenant les différents opérateurs. Ce signe-là, égal et égal, c'est le signe qu'on utilise pour égal. C'est l'opérateur égal. Ce sont des opérateurs de comparaison, c'est de comparaison de signification dans le langage R. Si cet opérateur-là, point d'interrogation égal, est pour dire, on l'utilise pour dire différent. C'est une condition pour dire différent. Celui-là pour dire strictement supérieur, celui-là strictement inférieur, celui-là supérieur ou égal à, et celui-là inférieur ou égal à. Donc, il faut retenir ces opérateurs-là et leur signification. Alors, je tiens à vous dire donc que ce code-là sera donc, vous pouvez accéder à ce code-là. Vous allez dans le descriptif de la vidéo, vous allez voir le lien pour accéder au code de ce cours-là. Donc, vous allez revenir là-dessus éventuellement, essayer de lancer les différents codes de ce script. Donc voilà. Donc ici, donc, je vais construire pour montrer comment on peut utiliser une condition indexée par condition. Je vais donc construire un nouveau vecteur que j'appellerai taille. Supposons que j'ai des objets de différentes tailles. Donc j'ai construit ce vecteur-là. Je le stocke, ce vecteur, dans une variable que j'appelle taille. Le premier élément de mon vecteur qui a, on va dire, c'est 10 centimes, le deuxième 20 centimes, etc., etc. Je construis un deuxième vecteur que j'appelle poids. Donc, et le premier élément à 80 kg, le deuxième 63 kg, etc., etc. Alors, j'ai d'abord les objets ici où j'ai la dimension de l'objet et là, j'ai ici le poids de l'objet correspondant ici. Donc, j'ai construit ces deux vecteurs-là pour les mettre en relation en quelque sorte. J'ai des objets. Dans le premier vecteur, j'ai la taille de l'objet en centimètres. Et dans le deuxième vecteur, j'ai donc le poids de l'objet. Donc, il faut faire la correspondance ici. Le premier correspond au premier ici. Le deuxième ici correspond au deuxième vecteur. Pas? Et enfin, j'ai construit un troisième vecteur urbain, par exemple, urbain, où je vais dire, par exemple, supposons que cet objet-là, il s'agit d'un individu. Alors, à ce moment-là, cet individu-là, il vit dans une zone urbaine, celui-là, il ne vit pas dans une zone urbaine, celui-là non plus, etc., etc. Donc, on peut mettre en correspondance ces trois vecteurs-là. N'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, je peux faire une indexation. Je vais sélectionner des individus qui ont une taille supérieure à. Comment est-ce que je fais ça? D'abord, s'agissant de la taille, je mets le nom du vecteur taille, je ouvre les crochets et je mets de nouveau le nom de mon vecteur et je mets l'opérateur ici, veut dire supérieur ou égal à 80. Si je lance ce code-là, j'ai 80, j'ai 100 et j'ai 200. Vous voyez ici, celui-là est supérieur ou égal à 80, celui-là est supérieur à 80, celui-là est supérieur à 80. Donc, j'ai sélectionné tous les éléments de mon vecteur qui sont supérieurs ou égal à 80. Alors, ici, je peux combiner les deux. Par exemple, je peux dire que je souhaite avoir les éléments des éléments du vecteur qui ont
un poids supérieur ou égal à 80 avec la taille correspondante. Je veux avoir la taille correspondante de tous les éléments ou tous les individus qui ont un poids supérieur ou égal à 80. Donc, je mets d'abord le nom de mon vecteur, premier vecteur, la taille. Ensuite, je mets le nom de mon deuxième vecteur, le poids. Je mets l'opérateur égal ou supérieur à 80. Si je lance ce code-là, par exemple, voilà, j'aurai 10. La personne qui a la taille 10 a effectivement, ici sous cette vecteur-là, a effectivement un poids égal à 80. La personne qui a la taille 70, celle-là, a un poids supérieur à 80. La personne qui a la taille 100, ici, là, a un poids supérieur à 80. Vous voyez, c'est astucieux, mais c'est une façon d'indexer en combinant les éléments des deux vecteurs, n'est-ce pas? Alors, ici, je vais vous montrer encore d'autres opérateurs logiques. Ici, ce signe-là, on l'utilise en langage R pour dire I, donc, opérateur logique de signification I. Celui-là, c'est une barre. Pour faire ce signe-là, si vous êtes sur un Mac, vous appuyez sur Alter JR, et ensuite vous appuyez sur 6, les numéros qui sont en haut de votre clavier. À ce moment-là, vous avez ce qui veut dire c'est le ou logique. Et le point d'interrogation qui est la négation. Supposons que je veuille identifier des personnes pesant 80 kg, 80 kg ou plus et vivant au milieu urbain. Donc, j'ai ces trois vecteurs ici, deux vecteurs ici. Le premier, où j'ai la liste des éléments qui sont urbains, qui vivent dans un milieu urbain ou qui ne vivent pas dans un milieu urbain. Et ensuite, le deuxième, j'ai une liste de poids. Et je vais mettre en correspondance ces deux vecteurs pour dire, par exemple, je souhaite avoir des personnes qui ont un poids supérieur ou égal à 80 et qui vivent dans un milieu urbain. J'utilise cet opérateur ici, celui-là dont je vais vous parler ici, qui est ici. Là. Donc, si je lance, je vais d'abord lancer ce code-là, ensuite lancer ce code-là, eh bien, je mets une condition, je vais avoir. Donc, ici, j'ai une réponse à la fin, true, false, false, true. Donc, là où c'est true, c'est-à-dire qu'il me dit que c'est vrai, que c'est les éléments. Ça veut dire que le premier élément, effectivement, il a un poids supérieur à 80, ou égal à 80, il vit dans un milieu urbain. Excuse-moi. Et celui-là, non, il n'a pas un point supérieur, il ne vit pas dans un urbain, etc., etc. Donc, je combine deux conditions. D'abord, ici, supérieur à 80 et vivant dans un milieu urbain, j'utilise 12 opérateurs différents pour combiner les deux conditions. Alors, si je souhaite, les résultats sont différents. Si je souhaite isoler les personnes pesant 80 kg ou plus ou vivant dans le milieu urbain. Alors, ici, dans ce cas-là, ce que je voulais, c'est que je voulais cette condition et cette condition-là. Dans ce cas-là, ce que je souhaite, ou cette condition-là, ou celle-là. C'est ou l'un ou l'autre. Alors que ici, je veux les deux. Donc, si je lance ce code-là, donc j'aurai soit les personnes qui ont un poids supérieur ou égal à 80, soit les personnes qui vivent dans un milieu urbain. Et j'aurai aussi comme résultat donc un vecteur, une liste ici, en disant oui, c'est vrai, la première personne, effectivement, soit elle a un poids égal ou supérieur à 80, soit elle vit dans un milieu urbain, etc., etc. Donc voilà une condition. Et finalement, on peut utiliser aussi une fonction pour logique. Alors, je vais vous expliquer donc que ce signe-là veut dire valeur manquante. Pour être plus précis, en R, ça veut dire not available. Hein? Donc, j'ai ici un vecteur, je construis un vecteur avec la fonction combine, où j'ai
le premier valeur qui est numérique. Ici, je n'ai pas, il n'est pas disponible, c'est une valeur manquante. Ici, c'est 0, ici, c'est 10. Et je stocke ce vecteur-là dans une variable que j'ai appelée V manque pour dire valeur manquante. Je peux utiliser une fonction, cette fonction isNaN. Is-NA, ça veut dire que est-ce que c'est une question, est-ce qu'il y a des valeurs manquantes dans ces vecteurs-là? C'est une fonction qui interrogative qui questionne pour savoir si effectivement est-ce qu'il y a des valeurs manquantes dans ce vecteur-là. Alors, d'abord, je lance ça. Ensuite, je lance ça. Et voilà, j'ai donc la réponse ici. Ça veut dire false, ça veut dire que le premier élément du vecteur n'est pas en valeur manquante. Le deuxième élément est en valeur manquante, ici, parce que c'est true. Le troisième ne l'est pas. Le quatrième ne l'est pas. C'est vrai, vous voyez ici, ça, c'est pas en valeur manquante. Celui-là est en valeur manquante. Celui-là n'est pas en valeur manquante. Celui-là n'est pas une valeur manquante. Donc voilà, cette interrogation-là permet d'identifier ou de sélectionner à travers cette fonction-là où est-ce que sont les valeurs manquantes. C'est une forme d'indexation. J'indexe, je vais avoir sélectionné quelles sont les valeurs manquantes en utilisant une fonction qui me donne une condition logique. Alors, si je précède cette fonction d'un point d'interrogation, nous avons vu que le point d'interrogation, c'est un signe de négation. R, pour le langage R. Donc, si je précède cette fonction d'un signe d'interrogation, je veux dire, j'ai envie d'avoir accès à tous les éléments qui sont différents des valeurs manquantes. Hein? Si je lance ça, voilà, j'ai tous les éléments donc, qui sont différents des valeurs manquantes. Donc, le premier n'est pas en valeur manquante. Le deuxième est en valeur manquante. C'est pour ça qu'ici, vous voyez false. Ensuite, le troisième n'est pas en valeur manquante. Le quatrième n'est pas en valeur manquante. Donc, j'ai ici la liste des éléments qui me permet d'identifier où est-ce que se trouvent les valeurs qui ne sont pas manquantes, où est-ce que se trouvent les valeurs manquantes. Donc, je peux utiliser soit cette fonction-là pour pouvoir accéder, identifier les valeurs manquantes, ça, c'est celle-là pour pouvoir identifier les valeurs qui ne sont pas des valeurs manquantes. C'est à peu près la même chose, si vous voulez. Ça donne le même résultat. C'est une façon de formuler de façon différente. Dans un cas, je dis, je veux accéder aux valeurs manquantes. Dans un cas, je dis, je vais accéder aux valeurs qui ne sont pas manquantes. Mais en disant cela, ça nous permet aussi d'identifier les valeurs qui sont des valeurs manquantes. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Nous avons vu l'indexation. L'indexation par position. On utilise des chiffres 1, 2, 3 pour dire que je vais accéder au premier élément, au deuxième, au troisième élément. L'indexation par nom, j'utilise le nom des éléments du vecteur pour accéder aux valeurs correspondantes. Et l'indexation par une condition, on utilise des valeurs logiques, vraies ou faux, pour pouvoir accéder. Donc, je donne une liste de valeurs logiques en disant, je vais accéder au premier. Si j'ai écrit faux, je ne vais pas accéder aux valeurs en question. Si j'ai dit false, je ne vais pas accéder aux valeurs en question. Et si j'ai dit vrai, je vais accéder aux valeurs en question. Mais il faut que ce soit une liste avec un vecteur logique avec un nombre, le nombre correspondant, le nombre exact correspondant au nombre des éléments du vecteur et la position correspondante aussi. Parce que si j'ai mis en premier lieu vrai, true, ça veut dire que je vais accéder à l'élément, au premier élément du vecteur. Si j'ai dit false ici, ça veut dire que je ne vais pas accéder au deuxième élément, etc., etc. Voilà. Donc, je vous accorde, c'est un peu compliqué à comprendre, mais ça va venir avec le temps, avec la pratique et au fur et à mesure que nous avançons. Je vais arrêter le partage. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avons continué avec notre cours sur les objets R. Le cours précédent, on avait vu les fonctions, les packages, les variables,
les vecteurs. Aujourd'hui, on a continué à voir les vecteurs, mais en voyant l'indexation. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à un élément ou à plusieurs éléments combinés d'un vecteur, hein, les sélectionner ou les identifier. Donc, on peut le faire en utilisant ce qu'on appelle l'indexation. Donc, voilà pour aujourd'hui. Au fur et à mesure qu'on avance, vous inquiétez pas, vous allez au fur et à mesure comprendre. Il faut aussi vous dire que s'agissant des langages informatiques, que ce soit R ou un autre langage informatique, ça demande un investissement personnel en termes de travail, hein. Il faut que, une fois que vous avez regardé cette vidéo-là, vous allez dans la description de la vidéo, vous allez pour aller télécharger le code que j'utilise et ensuite essayer de répéter la même chose, lancer le code au fur et à mesure, répéter et essayer de retenir toutes ces explications-là. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez retenir des choses et la prochaine fois, vous allez comprendre de plus en plus mieux. Donc voilà, comme je termine ce cours du jour en disant, bon, bah, voilà, hein, mon accent un peu particulier et les dû au fait que je suis lusophone d'origine, je vous dis, bon, la prochaine fois, on va commencer à voir un autre objet R qui sont les listes. E obrigado, até a próxima. Obrigado.